Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print pour ce qui est le 3e épisode de la mini-série documentaire presque Inside Silent Jenny, un projet mené de longue haleine sur plusieurs années où à intervalles réguliers nous sommes allés à la rencontre de Mathieu Bablet au moment même où il était en train de créer sa nouvelle bande dessinée Silent Jenny qui à l'heure où vous écoutez ce podcast est tout juste paru en librairie. Bien entendu, ce podcast ne peut se faire qu'en présence de Mathieu Bablet que j'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle fois dans ce podcast. Salut Mathieu. Salut Arnaud. Tu vas bien ? Bah, comme tu dis, le bouquin est terminé, donc oui, ça va. Oui, depuis quelques mois et depuis la fin du bouclage, ouais, vachement plus apaisé par rapport à toute la quantité de travail qu'il a fallu fournir pour arriver à bout de ce projet. Tu as l'air effectivement apaisé. Pour remettre un peu de contexte dans ce podcast, même si a priori les gens ont écouté les 2 épisodes qui précédaient. Donc la première fois, on s'était vu en décembre 2022. Ensuite, on s'est revu là où on enregistre, donc il y a quand même 7-8 mois en décembre 2024. Et donc, on se fait un 3e et dernier épisode de Making of. Là, on est donc le 4 septembre 2025. Donc, il nous reste un mois et quelques avant la publication de Silent Jenny en librairie. Mais sachez que nous enregistrons ce podcast avec le tout premier exemplaire sorti de l'impression qui se tient sur notre table. Il est là, il est tout beau, il est tout chaud. Peut-être une question plus générale alors avant de revenir sur ces derniers mois. Est-ce que ça fait encore de l'effet quand on est un auteur maintenant de bande dessinée accompli comme toi? On l'évoquait hors micro juste avant, mais que tu as quand même une bibliographie qui commence à devenir assez imposante. Est-ce qu'on ressent encore quelque chose quand une nouvelle bande dessinée solo sur laquelle on a travaillé plusieurs années paraît, ou est-ce que maintenant c'est devenu est-ce qu'on est un peu blasé? Non, ça fait toujours son effet. Il y a quand même quelque chose d'un peu magique de bosser de manière, sur autant d'années sur plein de petits bouts de la BD, de telle sorte que c'est toujours très difficile d'avoir un avis, une vue un peu générale du projet, même si quand on en est le créateur, et d'avoir l'objet à la fin qui est tangible, qui existe et qui peut donner comme ça cette vue d'ensemble de chacune des pages et de la cohésion globale de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Ça fait son petit effet, ouais, c'est cool. Et puis il y a toujours ce truc en plus qui accompagne un peu de stress, c'est est-ce que ça a bien été imprimé, est-ce qu'il y a pas de problème, est-ce que c'est pas trop sombre, etc. Donc oui, il y a un mélange un peu d'appréhension et d'excitation à chaque fois. C'est quoi, ouais, c'est ça. C'est quoi la première chose que tu fais quand tu la reçois? C'est quoi? Tu vérifies la gueule du papier, est-ce que c'est assez fin ou pas? Enfin, est-ce que c'est assez épais ou pas? Est-ce que les couleurs rendent bien? Les couleurs, ouais. Moi c'est les couleurs. Ouais, c'est vraiment. Est-ce que c'est pas trop sombre? Moi, je bosse avec des couleurs assez denses la plupart du temps, et donc il y a que du label, notre graphiste, il passe beaucoup de temps à faire en sorte que toutes les couleurs soient bien imprimables et qu'on perd pas le détail de l'ancrage dans l'impression. Et donc ouais, je me fais un tour de absolument toutes les pages pour me dire ouais, là ça va. Et en l'occurrence sur Silent Jenny, vraiment il a fait un travail incroyable, donc l'impression est nickel. Donc c'est bien, au moins on aborde ce podcast dans un bon état d'esprit. Tu es apaisé et a priori plutôt content quand même. Mais justement, si on revient un petit peu en arrière, quand on s'est quitté la dernière fois, c'était t'allais entrer vraiment dans la période du rush final. Il y avait encore des planches qui étaient pas tout à fait finies, où il manquait quelques cases, il y avait des dialogues dont t'étais pas certain, il manquait toutes les pages annexes aussi, tout ce qu'on va dire un peu les documents extra-textes en fait de ton album. Comment ça se passe en fait la période de bouclage d'une bande dessinée pour toi? Alors déjà c'est une période vraiment de travail intense, c'est-à-dire là de début janvier à tu m'avais dit que c'était mai ou juin ton dernier rendu. Hein. Oui, c'était fin mai même, effectivement, oui, pas fin juin. Et c'est vraiment boulot et vraiment que ça. Enfin, je me lève, boulot, et je mange boulot, je vis boulot, et le soir jusqu'à tard. Bon, c'est quelque chose auquel je suis habitué. Et chaque fin de BD est comme ça, et puis surtout sur une si forte pagination,
la difficulté souvent, c'est qu'en plus de tout ce qui te reste à faire, même si tu respectes scrupuleusement ton planning, il y a plein de choses qui viennent se rajouter en termes de communication. Tu vois, enfin, il a fallu ne serait-ce que faire des réunions avec les représ chez Rue de Sèvres pour bien présenter le projet, etc. T'as toujours des petits ex-libris qui viennent se caler au dernier moment. T'as toujours des couvertures collector qui viennent se caler au dernier moment, et cette fois-ci là, il y en a eu beaucoup. Donc il faut arriver un peu à gérer ce truc de souvent on est pile poil, hein, parce que c'est un peu le principe d'une deadline, c'est de la respecter pile poil, et et même si là j'avais beaucoup de préparation, il y a quand même pas mal de choses qui se sont rajoutées au fur et à mesure. Après, pour être tout à fait honnête, là ça a été le bouclage le plus facile que j'ai eu de toute ma carrière, malgré la charge de travail, et je pense que ça c'est vraiment le numérique là pour le coup qui a fait que c'est, enfin, les 6 derniers mois de janvier à fin mai là, même si effectivement il y avait quelques planches que j'avais pas terminées, c'était surtout la couleur, voilà, qui allait m'occuper. Je savais que j'avais 6 mois de couleur à raison de 3 planches par jour, et puis c'est tout, quoi. Et il fallait pas que j'en fasse moins, vraiment. Fallait que tu pouvais pas te permettre de dire aujourd'hui j'en fais que 2 et on verra demain, parce que c'était timé, exactement. Ouais, c'était calculé comme ça. Et autant sur carbone et silicium, ça avait été dur de faire 3 planches par jour, et autant là vraiment avec la Cintiq et vraiment le passage au tout numérique, ça a été vraiment plus simple. Enfin, j'ai gagné énormément de temps, de telle sorte que je pouvais faire mes 3 planches par jour et avoir même un peu de temps en rab, justement pour tous les à côté, que ce soit les couvertures ou les petites planches où j'étais pas tout à fait satisfait, où j'ai un peu redessiné, complété, etc. Et ça, c'est le numérique aussi qui t'a permis d'avoir cette latitude, en fait, quand tu dois redessiner des cases ou réagencer certaines choses. Ça, c'était voilà. Oui, t'as des calques des fois qui sont déjà faits, des personnages qui sont déjà pas sur le décor, donc à déplacer, à reproportionner, c'est un confort assez monstrueux. Et puis sur la couleur, je pensais pas, parce que finalement la couleur je la faisais en numérique jusqu'à présent, mais en fait de pouvoir voir son écran, de bosser en double page aussi, c'est-à-dire que comme je travaillais mon dessin et mon ancrage en double page, je colorisais aussi en double page, finalement ça fait gagner aussi énormément de temps. Et voilà, ça m'a permis véritablement d'avoir 6 mois de bouclage intense, mais complètement faisable, enfin en tout cas par rapport aux derniers albums. Est-ce qu'il y a un peu une forme aussi d'excitation, parce qu'on évoquait la dernière fois que en fait toi t'avais un peu une sorte de seuil psychologique, c'est à partir de la moitié, tant que la première moitié de l'album n'est pas fait, c'est l'enfer, et à partir du moment où la seconde où tu attaques la seconde, tu vois un peu la lumière au bout du tunnel. Est-ce que là aussi, quand t'es vraiment dans les 6 derniers mois, t'as aussi cette euphorie qui commence à gagner en disant yes, allez, c'est 6 mois, mais il ne reste plus que ça. Oui, pour moi, c'était quasiment terminé. Pour 2 choses, déjà, c'est que vraiment, la couleur, c'est pas une difficulté en soi. Enfin, tu vois, autant avec toutes ces nuances, toutes ces choses-là, pour toi, c'est facile, ouais. Alors, c'est pas que c'est facile, mais en tout cas, ça me demande, tu vois, enfin, le dessin, l'ancrage, il y a plein de fois où je suis obligé de recommencer, où c'est pas bon, où ça marche pas, etc. La couleur, je m'arrête au premier jet. Alors, ça veut pas dire que tout est parfait, mais ça veut dire que voilà, la première version de la planche telle qu'elle est colorisée, hop, je la mets de côté, je passe à la suivante. Donc, il y a un truc très reposant de plus être dans le doute. Tu vois, après avoir passé 4 ans justement à douter de ton scénario, douter de ton dessin, douter de ton ancrage, là, de te dire, voilà, j'ai 6 mois, ça va être intense, mais il y a plus de doute. Et donc voilà, déjà ça c'est pratique. Et puis effectivement, les 6 derniers mois, ta BD tu l'as presque entre les mains, quoi. Enfin, tu vois, à ce stade-là, donc ouais, là vraiment, enfin ouais, de janvier à mai, là, c'était vraiment, enfin, tu vois, il y a eu des parties très désagréables dans la production de Silent Genie, et ça a été la plus sympa. Ça me rappelle, ça n'a rien à voir, mais ma thèse. C'est vrai. Ouais, mais parce que pendant 3 ans, toute la recherche, tout le truc, c'était la plaie. Et au final, les 6 derniers mots, tu dois rendre ton manuscrit. C'était moi ceux où j'ai plus pris de plaisir, en fait. Reste peut-être plus parce que rédiger, ça me faisait moins chier que de faire des expériences aussi, donc ça n'a rien à voir. Mais quand même, mettons que j'avais envie de le sortir comme ça. On avait évoqué le fait que t'étais pas certain de dialogue, et que parfois même le fait de réécrire certaines phrases, ça pouvait changer l'ambiance ou le sens que tu voulais donner à une scène. Est-ce que c'est quelque chose au final que t'as beaucoup fait?
Oui, jusqu'au tout dernier moment, de toute façon. Et alors, ça, c'est la partie, c'est une partie, hein, pareil, un peu chronophage. C'est relire son album plusieurs fois, alors qu'on le connaît déjà par cœur, pour essayer de déceler ce qui nous est pas apparu évident dans les lectures précédentes. Mais effectivement, pour affiner le texte. Ça c'est un truc pas très naturel. Enfin, quand je relis mes précédents albums, souvent je me dis ah putain mais fallait pas écrire ça comme ça quoi. Il y avait une manière de l'écrire de manière plus fluide, pas forcément de plus jolie, mais tu vois de plus fluide, avoir vraiment des dialogues fluides. Et donc ça vraiment quasiment jusqu'au départ à l'impression quoi. J'ai encore un peu modifié et c'est très bien parce que ça participe vraiment au flow de l'album. Et effectivement, il y avait aussi des passages sur lesquels j'étais pas tout à fait sûr. Tu vois, des trucs qui auraient pu vraiment changer le sens d'une scène. Alors, je sais pas si on peut spoiler tout de suite. Je pense que tu peux donner un exemple quand même concret. De toute façon, je rappelle que pour celles et ceux qui écoutent ce podcast, que c'est quand même mieux d'avoir lu la BD, parce que même si dans ces 3 épisodes, on n'a jamais évoqué vraiment l'histoire et les thématiques et tout ça dans le fond, on part du principe que si vous vous intéressez à la façon dont une BD est faite, c'est que vous l'avez quand même un petit peu lu. Donc tu peux, je pense, nous faire un exemple concret qui sera donc à titre de spoiler, mais voilà. En tout cas, enfin, à la fin de l'album, il y a un personnage qui meurt en hors champ. C'est-à-dire Jenny, elle était en ville, elle avait abandonné les habitants de la Monade et en retrouvant une des habitantes, elle apprend la mort de quelqu'un d'autre. Et enfin, jusqu'au tout dernier moment, je savais pas si cette personne, elle devait être morte, elle devait être partie. Et je me suis laissé l'opportunité, voilà, d'avoir des dialogues vides à cet endroit-là pour me dire, pareil, j'écrirai au moment où je serai vraiment certain que pareil, c'est toujours une question de flow, mais dans le flow des événements, est-ce que c'est tangible, est-ce que ça va, est-ce que ça apporte quelque chose. Donc voilà, il y a eu 2-3 petits moments comme ça où j'ai vraiment dans le processus d'écriture, j'étais pas sûr. Quand j'ai dessiné, j'étais toujours pas certain, et où voilà, c'est vraiment à au dernier moment quand il fallait se décider où j'ai pris la direction qui me paraissait la plus intéressante. Et alors ça marche à l'instant en fait, quand tu sens que c'est bon cette fois-ci, t'es sûr que ta ligne de dialogue ou que ta scène elle marche. C'est après je sais qu'on en parlait la dernière fois, mais que tu fais aussi relire à ta compagne. Oui. Et mais il y a alors il y a aussi un peu enfin disons qu'à la fin c'est l'instinct, c'est effectivement en fait, il faut que ça paraisse juste crédible. Si toi, tu te dis, voilà. En fait, avec l'habitude, maintenant, avec l'habitude, si je tique sur un truc, la première lecture, et si je retique pas après, c'est la première impression qui était la bonne. C'est-à-dire, si j'ai tiqué, c'est qu'il y avait, tu vois, c'est que c'était pas top, et si ça me dérange plus après, voilà, il y avait en vrai un vrai problème. Et donc, dans ce genre de situation, c'est pareil, c'est un truc il y a un truc qui tique, et quand tu le résous, en écrivant le dialogue, tu prends une direction, mais si tu dis, ok, bon, là, voilà, je tique plus, c'est que c'était bon, quoi, normalement. À peu près. Mais ouais, c'est un peu de l'instinct, un peu de l'habitude. C'est savoir écouter des fois son ressenti. Parce que faut vraiment toujours se mettre à la place, de la lectrice ou du lecteur enfin, parce que moi, même en tant que lecteur, des fois, je suis freiné dans la lecture par un truc où je me dis, ça entache absolument pas la qualité globale de mon expérience de lecture, et à la fin je peux trouver que le bouquin était un chef-d'œuvre, mais là il y a un truc, je me dis et donc ça je veux l'éviter, quoi, tu vois. Donc c'est pas quelque chose de très intellectualisé, c'est plutôt vraiment de l'instinct. Ouais, t'as pas une formule qui te permettrait à chaque fois de... Non. De toute façon, enfin, l'écriture, je suis pas pour la formule, quoi. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup de l'instinct. C'est beaucoup de l'instinct, et puis, ouais, encore une fois, du flow, du rythme, quoi. Avant tout, un récit, c'est une musique, quoi. Et si elle passe bien, si tout s'enchaîne bien, à la limite, tu peux tout raconter, peu importe. C'est pas tant ce que tu racontes que la manière que ça a de s'agencer qui fait fonctionner un récit. Ouais. Dans les dernières choses que tu avais à faire aussi, donc c'était retravailler certaines scènes, faire les annexes. Ça, pour toi, c'est plus une partie de plaisir, vu que t'approches de la fin aussi, ou ça te demande quand même encore d'être un minimum concentré pour savoir aussi qu'est-ce que tu veux apporter, comment ces éléments s'inscrivent, parce qu'en fait, c'est une forme de méta-narration de toute façon. C'est-à-dire que ça apporte quand même des éléments de compréhension, soit du monde
soit un peu des éléments de l'ambiance aussi que tu as à certains points du récit, mais tu les places quand même en tout dernier parce que c'est peut-être pas le plus important vu que ça fait pas partie au premier degré de l'histoire. Alors en fait, au tout début, ça faisait effectivement c'était du décorum et ça faisait pas partie intégrante de la narration. Notamment sur toutes les cartes qui font office de chapitrage. À la base, ça devait être que des cartes, il devait pas y avoir de texte. Et justement, ça m'a permis, avec des lectures successives, de voir où il fallait que je rajoute un petit peu de narration supplémentaire, ne serait-ce que pour avoir un peu l'état d'esprit de Jenny, pour pouvoir temporiser des fois entre des chapitres qui apportaient une scission un peu trop franche et qui permettaient comme ça de laisser en suspens le chapitre précédent avant de rentrer dans le chapitre suivant. Je pense notamment au chapitre sur la mort de la grand-mère et ensuite on a un chapitre de mission. Finalement, tu vois, c'est assez rapide, mais d'avoir une carte avec un peu de texte qui raconte l'état d'esprit de Jenny, ça permet comme ça de faire une pause et ensuite ok, on peut repartir sur une nouvelle mission. Donc finalement, ça m'a aidé à combler un peu les quelques trous que je pouvais ressentir dans le scénario global. Parce que là, tu pouvais pas te permettre de dire il manque quelque chose, faut que je rajoute des pages. Parce que il y a un truc que j'avais noté, mais à rebours, parce qu'on n'en avait pas parlé dans la dernière fois, c'est que notamment sur la fin, il y a une séquence qui s'est rajoutée en fait par rapport à une toute première version que tu m'avais fait lire. On va dire une séquence qui implique un insecte géant, qui n'était pas du tout présente et qui là c'est vraiment rajouté et elle fait pas juste une page quoi, elle en fait 4. Alors c'est intéressant. Si on peut rentrer dans ce sujet-là, parce que alors là pour le coup la fin a été changée, c'est-à-dire que en fait ces 4 pages-là, je les avais pas prévues avant peut-être le dernier mois de bouclage. Mais je savais qu'il me manquait un truc en fait. Je savais que ma fin, telle que toi tu l'as lu, sans ces 4 pages-là, c'était trop abrupt et ça donnait pas assez d'indications sur qu'est-ce que j'avais raconté en fait au global dans cette histoire. Tu vois, ça en donnait un peu, mais pas assez. Et vraiment, je me suis trituré la tête de savoir comment je pouvais rajouter un peu de compréhension sur quel est le message final un peu de cette monade et de cette communauté et comment le faire de manière un petit peu subtile entre guillemets. Donc par subtil, j'entends un truc difficilement compréhensible, un peu allégorique, de telle sorte que les gens vont pas forcément comprendre, mais ils vont peut-être quand même ressentir quelque chose. Et c'était un peu de toute façon tout l'objectif de Silent Genie, c'est de faire ressentir ces sentiments de résilience, d'avoir envie d'aller vers l'avant, d'être capable de se projeter dans un futur malgré le pessimisme. Voilà, exactement. Mais donc ces 4 pages-là, dans les faits, je savais qu'elles existeraient à un moment. Je savais pas du tout sous quelle forme. Je savais aussi que niveau pagination, j'étais pas bon, c'est-à-dire qu'elles rentraient pas. Donc j'ai dû enlever des pages de chapitrage avec la carte à 2 endroits pour rester sur le même nombre de feuilles. Oui, exactement, parce qu'on est un peu limité par ça en impression. Et donc j'ai vraiment trouvé, je les ai fait vraiment tout dernier moment. Et au final, j'en suis assez satisfait. Voilà, je me suis posé plusieurs questions. La fin, au début, était beaucoup plus pessimiste. Ouais. Je suis content de pas être parti dans cette direction parce qu'on n'a pas besoin de récits aussi pessimistes aujourd'hui. Donc je voulais une fin optimiste et en même temps je voulais pas une fin où les petits, Cucu les petits oiseaux quoi. C'était vraiment une fin qui donne une forme de pêche quoi, en tout cas qui crée une forme d'énergie quoi, une sorte d'envie d'aller vers l'avant parce que c'est un peu tout le message de Silent Genie. Et donc le faire de manière allégorique comme ça dans un moment un peu suspendu où on ne sait pas s'il se passe vraiment ou s'il se passe pas vraiment. Ça m'a paru le plus intéressant. Et c'est quelque chose que tu avais déjà fait sur tes précédents albums, d'introduire une séquence vraiment qui n'était pas là dans ta V1? Non, mais parce que ça avait été plus facile d'écrire mes précédents albums. Là, vraiment pour Silent Genie, c'était la première fois que je commençais à dessiner alors que le scénario n'était pas terminé, alors que c'était un peu ma règle d'or avant de dire un scénario c'est un bon début, une bonne fin et des choses intéressantes qui se passent au milieu, et je ne commence que quand tout ça est très solide, même si après en cours de route
tu améliores des concepts, tu améliores des séquences, mais je veux dire, c'est du raffinement, c'est pas quelque chose qui change du tout au tout. Et là, je savais que j'avais pas de fin, et en même temps, ça faisait des mois que j'étais bloqué sur le scénario, qu'à un moment il faut avancer parce que si tu commences pas, tu commences jamais. Et je me suis dit bon, en cours de route, les idées vont germer, et en cours de route, je vais affiner mon propos. Et c'est pas arrivé pendant le crayonné, c'est pas arrivé pendant l'ancrage. Et donc à un moment, il fallait que ça arrive avant que le bouquin parte en impression, quoi. Parce que par contre, ça m'aurait frustré de me dire, j'ai pas trouvé, je laisse la fin telle que toi tu l'as lu sans ces 4 pages-là. Et je pense qu'il y aurait quand même eu un sentiment d'inachevé, qui est pas une sensation très agréable quand tu finis une œuvre. Enfin, plus un sentiment, comme tu dis, de quelque chose d'abrupt ou de précipité qui aurait pu un petit peu décontenancer. Mais c'est vachement intéressant d'essayer de se représenter le fait que tu dessines quelque chose sans savoir où tu vas, en fait. Réellement, est-ce que tu arrives à retracer, maintenant, avec le recul, le moment précis où tu as su quand même vers quoi tu allais te diriger dans ton histoire? Oui, c'est vraiment le moment où je me suis... Parce que moi, je me rappelle que je t'avais proposé en décembre 2022 qu'à la fin, c'était qu'un rêve. Et t'as refusé. T'as dit non, c'est pas une bonne idée. Je comprends pas pourquoi. Mais bon. Les meilleures œuvres, en plus, utilisent ce twist scénaristique. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Mais non, c'est vraiment en fait quel propos t'as envie d'avoir en fait, et c'est quand même au final quelque chose qui arrive souvent a posteriori d'un scénario pour moi, et je pense même, enfin je suppose pour la plupart des gens, enfin tu vois, c'est-à-dire en fait j'avais envie de parler de ça, tu vois, dans Carbone et Silicium, il y a un truc sur l'effondrement, mais finalement je pense que ce qui reste, c'est la relation entre les deux personnages, mais c'est pas ce sur quoi je m'étais focalisé au moment de l'écriture, quoi. Et là dans Silent Genie, je me suis retrouvé bloqué parce que je voulais faire de la SF. Et aujourd'hui, enfin, j'ai l'impression de radoter, mais à chaque fois, la SF se remet en question beaucoup aujourd'hui. On se pose des questions sur la SF dystopique qui met en garde, ça sert pas à grand chose. Parce qu'elle a été déjà rattrapée, voilà. en fait. La SF moralisatrice, en tout cas message, est-ce que c'est efficace ou est-ce que ça apporte vraiment quelque chose? Je suis pas sûr. Une SF vraiment résolument positive, j'étais pas sûr d'être capable d'en faire, enfin tu vois, vraiment plonger dans le hop punk, je pense pas que j'ai les billes pour ça, et en même temps la SF, il faut qu'elle soit, il faut, enfin à mon sens en tout cas, je voulais qu'elle apporte quelque chose, et puis voilà, faisant ce constat là, Silent Genie, qu'est-ce que ça allait apporter dans un monde tel que le nôtre, où chaque journée est une journée de science-fiction, hein, plus ou moins. Et donc au début, il y avait vraiment cette idée de imaginer les communautés du futur et imaginer un monde qui soit un peu à la fois en résilience, dans le sens où il y a plus d'insectes pollinisateurs, etc. C'est quand même sacrément la merde, et en même temps on a construit du beau malgré ça. Et en fait il y a des thématiques, la thématique de la santé mentale et de l'envie d'un futur. Finalement, je pense que c'est les thématiques les plus importantes aujourd'hui, les plus importantes dans Silent Genie, et les plus importantes aujourd'hui en fait. Silent Genie du coup va sortir au bon moment. Voilà, tu vois, c'est toujours ce qui me fait un peu peur, tu vois, notamment avec Carbone et Silicium, tu vois, enfin, je pense que Carbone et Silicium, j'aurais pas écrit pareil si aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui, avec ce qui arrivait en IA depuis un an, ça a complètement tout bouleversé. Et donc avec Silent Genie, c'était compliqué aussi de se projeter, de dire est-ce que je vais pas être un peu dépassé, et non, la santé mentale vis-à-vis de tout ce qui se passe dans le monde, de notre impuissance et notre incapacité à se projeter dans quelque chose de beau, c'est fondamental. Et donc là, déjà de un, ça me rassure, et de deux, voilà, je pense que c'était les bons angles dans Silent Genie, et donc à partir du moment où cette révélation est apparue, ensuite moi le dessin était déjà plus ou moins terminé, les séquences aussi, mais du coup les dialogues pouvaient appuyer ces idées là. C'est marrant, ce que j'ai
forcément parce que moi je suis pas scénariste, beaucoup de mal à me représenter en fait l'idée que tu puisses effectivement vraiment avoir ta planche, parce que ta planche elle bouge pas techniquement, mais de lui accoler des dialogues différents et d'avoir vraiment quelque chose qui serait complètement qui n'aurait complètement rien à voir. C'est vraiment genre parfois ils se disent des choses qui n'ont pas du tout le même sens, quand bien même elles font la même chose. Oui, mais enfin, en off, je pourrais raconter des moments où on a rafistolé des histoires Doggy Bags avec Run en changeant mais absolument tout. Et c'est non, tu peux. Enfin, ça marche quand même. Et puis, parce que tu peux changer la tonalité, tu peux changer la signification. Et après, là, en l'occurrence, sur Silent Genie, là où c'était plus simple, c'est finalement il y avait quand même des idées, enfin tu vois, l'idée de santé mentale et de projection dans un futur. Celle de projection dans un futur, je l'avais pas, et c'est pour ça que ma fin était d'ailleurs trop pessimiste à la base. Mais vraiment celle de santé mentale, c'était quelque chose qui était dans l'air, de toute façon, qui était de mon vécu personnel, mais de ce que je voyais aussi autour de moi. Donc, enfin tu vois, c'est appliquer des choses que je ressentais à moi-même. Dans un discours plus systémique et plus sociétal. Donc finalement, tu vois, en zigzagant un peu, on retrouve quand même un peu les mêmes idées, et donc les dialogues sont changés, mais tu vois, la direction générale était la même quand même. D'ailleurs, c'est vrai que maintenant que tu le dis, je me rappelle quand même aussi d'une scène centrale, dans une scène pivot de l'album, on va dire de monologue intérieur, où là par contre les dialogues ont été profondément changés, où il y avait d'abord c'était plus quelque chose qui était sur la peur de se projeter dans le futur, et au final c'est devenu un dialogue beaucoup plus centré sur soi-même et sur la dépression. Et effectivement, c'est pas la même puissance en fait dans ce que ça évoque, et malgré le fait que les images restent sensiblement les mêmes quoi. Mais c'est marrant parce qu'il y a forcément une réalité parallèle où t'as écrit différemment en fait, et où l'histoire, alors dans le grosso modo exprime la même chose, mais va pas forcément appuyer aux mêmes endroits son discours, va pas appuyer les mêmes thématiques au même endroit. Ouais, complètement. Ouais. Mais et en même temps, c'est le travail le plus excitant, je trouve, en tant que scénariste, quoi. C'est enfin, avoir des bonnes idées, c'est un effort déjà, quoi, et puis faut en avoir. Mais ensuite arriver à vraiment à trouver les micros ajustements qui rendent ton récit enfin tu vois, meilleur, différent, qui lui font prendre une direction un petit peu originale. C'est ça, je trouve que c'est vraiment la partie la partie finale la plus intéressante. Mais surtout, à quel moment ça s'arrête? À quel moment tu arrives à te dire là c'est bon, le mieux est l'ennemi du bien, là j'ai déjà retravaillé, et tu pourrais me répondre de façon très pragmatique, le jour c'est la deadline, de toute façon j'ai plus le droit d'y toucher. Mais est-ce que tu arrives quand même aussi à te cadrer un petit peu et à te dire non, là c'est bon, j'ai fait du mieux que je pouvais? Ça je l'ai pas eu sur Silent Genie, et c'est bon, je pense que je l'ai dépassé effectivement, parce qu'il y a eu d'autres BD avant où en fait t'es une espèce de contrôle fric pendant la production, en disant je change, et ça c'est améliorable, et la BD sort, tu l'ouvres et il y a encore des choses que t'aurais pu changer et t'y avais même pas pensé. Et en fait, partant de ce constat-là, oui, en fait chaque BD est éminemment perfectible, et ça sera le cas aussi de Silent Genie. Et tant pis, en fait, ça donne plutôt, enfin voilà, faut plutôt transformer ça en bonne énergie, et que ça donne envie de passer sur le projet suivant en essayant d'améliorer les points où tu trouves des faiblesses. Quand tu envoies ton fichier PDF, ou je sais pas si c'est InDesign ou je sais pas quoi, le jour de la deadline, concrètement, il reste quoi après à faire pour que la BD voit le jour? Est-ce que tu as encore des trucs à gérer toi, ou alors c'est vraiment dans les mains de Yuck, de fabricants, de tout le monde? C'est à ce moment-là, c'est quasiment terminé, c'est-à-dire il y a quand même encore pas mal d'aller-retour avec Yuck, avec Tony qui faisait aussi la maquette, avec Rue de Sèvres, quoi. Et donc enfin tu vois, même j'ai eu la chance d'aller voir l'impression aussi. Et à ce moment-là encore, tu étais en train de peaufiner sur les couleurs. Là, c'est un peu trop. Est-ce que tu peux ajuster les niveaux, tu fais les tests de feuilles avant même, enfin tu vois, quelques minutes avant que ce soit imprimé, donc vraiment jusqu'au dernier moment, t'as encore mais ce travail de correction. Autrement, l'album en lui-même,
Non, il y a plus rien à toucher et c'est très bien comme ça parce que du coup vraiment il y a un moment où tu te dis c'est bon, c'est passé derrière moi et je peux me projeter sur autre chose. Après, c'est pas pour ça que t'es en vacances. Et effectivement, sur Silent Genie, on a enchaîné sur le vinyle, sur le codex, et puis tu vois sur tous les petits visuels à fournir aussi après pour les enseignes, les PLV, les machins comme ça. Donc en fait, un bouclage, ça signifie pas la fin du boulot. Et il y a quand même encore pas mal de trucs à faire autour de la sortie. On est d'accord que toi, t'as pas pris part aux discussions sur quel carton de couverture utiliser, quel est le papier. Toi, tu disais juste, on va faire un classique Babley, donc en dos toilé grand format, mais c'est tout. Tu t'es pas du tout occupé de tout ce qui touche à la fab en tant que tel. Alors non, avec regret en fait, tout bêtement parce que en fait, ce quoi l'album il est moche, c'est ça, c'est ce que tu viens de dire. Il vient de lâcher une dinguerie en podcast, c'est incroyable. Non, parce que c'est toujours Ron qui a eu l'expertise sur la fab. Et là, quand Rutsev a dit on fait une fab comme Carbone Silicium et Shangri-La, comme c'est Ron qui avait choisi, tu sais, le papier, la couve, machin, je me suis dit oui, il avait eu raison jusqu'à présent. Il y a pas de raison que là pour Silent Genie on parte sur autre chose parce que ce qu'il avait choisi était très bien, quoi. Donc on est resté là-dessus et finalement en fait le jour de l'impression, tout bêtement, j'ai appris que j'aurais pu imprimer mon bouquin sur du papier recyclé. Enfin, tu vois, c'est tout con, quoi, mais du coup je l'aurais fait parce que ça change, ça change pas grand-chose, ça change rien en termes visuels, quoi, sur l'impression du bouquin, quoi, mais ça aurait c'est pour toi, pour être en plus en accord aussi avec tes valeurs, avec tes envies. Ouais, voilà. Mais donc voilà, à l'avenir pour les prochains bouquins, je ferai plutôt ça. Mais voilà, c'était par méconnaissance du sujet. C'était la première fois de toute façon, tu vois, que j'allais à l'impression d'un livre, quoi. Pour tous les autres bouquins, c'était Ron qui y allait parce qu'il est à côté de la Belgique et que c'est là où on imprime. Et donc voilà, enfin d'être allé voir justement l'envers du décor, ça me donne envie justement d'être peut-être un peu plus pointu quand même sur la fab parce qu'il y a plein de subtilités, plein de possibilités et c'est assez passionnant, quoi, tout ce qui est possible de faire. Et t'as vu les machines, comment c'est incroyable. On avait fait un tour pour l'impression de Mutafukaz 2 tome 2 du coup on avait fait un podcast avec Run là-dessus que je vous invite à écouter, mais c'est assez fascinant les machines pour aplatir les couvertures, proposer les feuillets de noix, tout ça, tu peux y passer des heures à regarder, je trouve. C'est fou. C'est assez génial. Et justement, tu parlais de tout le travail qu'il y a à faire à côté. Donc, déjà, c'est cool de voir que tu retravailles avec Toxic Avenger pour faire une BO. C'est lui qui est venu te voir parce que vous avez déjà collaboré donc ensemble avec Carbone Toxic, sur Carbone et Silicium. Et on vous avait reçu tous les deux en podcast également pour en parler. C'était une envie commune. Il est revenu te voir, t'es revenu le voir. Comment ça s'est fait? C'est lui qui m'a dit pour ta prochaine BD, fais-moi la lire. Moi j'ai envie, si ça me parle de faire quelque chose, quoi. Donc j'ai eu de nouveau cette chance de collaborer avec lui et c'est encore trop bien. Et puis alors là en plus, je trouve que c'est d'autant plus intéressant que on avait discuté avant. Enfin, tu vois, le projet était, moi je crois que j'avais à peine commencé à le dessiner, que on parlait déjà de certaines influences entre lui, enfin, tu vois, on parlait des backrooms, enfin, tu vois, parce que il voulait faire de la musique un peu ambiante comme ça, un peu étrange, un peu, et puis un peu aussi cogip, quoi, des fois, tu vois. Et puis, c'est aussi une influence qu'il y a dans l'album avec la tour, l'intérieur et toute son architecture un peu labyrinthique. Liminal. Donc, et donc, enfin, voilà, on s'est retrouvé sur certaines envies, là, du moment, de telle sorte que quand je lui ai envoyé le PDF en noir et blanc, en janvier dernier, il a surkiffé, et de telle sorte que il a produit 11 titres pour Silent Genie, quoi, ce qui est vous n'étiez pas mis d'accord sur la tracklist, sur le nombre de tracks qu'il y aurait, Non, tant qu'il avait des idées, il continuait et puis là il en a eu beaucoup. Très bien, ça on aura plaisir à écouter et je prends même de l'avance en remerciant d'ailleurs, en te remerciant lui et Toxic d'avoir permis d'utiliser une des chansons en habillage de ces podcasts. Voilà, je l'ai dit en fait avant d'avoir demandé la permission et comme ça ils sont obligés maintenant. Ça c'est très très malin. Sur un podcast qui sortira après ta demande, je sais. Exactement, prenez-en de la graine, c'est qu'il faut tout anticiper. Mais après il y a eu le truc aussi, c'est que on s'attendait évidemment à ce que y ait plusieurs versions de cet album, mais il y en a eu 5.
5 couvertures. Et alors ma question c'est pas dis donc Mathieu, est-ce que t'essaierais pas de rénover ta piscine et de lui mettre un peu de marbre supplémentaire, c'est plutôt comment on fait pour trouver 5 illustrations différentes et qui soient toutes aussi fortes et ou pertinentes pour donner envie de lire ton album. Alors il y a un truc, c'est que de toute façon le processus de création d'une couverture est toujours un peu compliqué parce que il échappe aux logiques esthétiques et il faut se poser la question de est-ce que ça va être bien visible en librairie, est-ce que c'est quelque chose qui capte suffisamment l'œil par rapport à toutes les autres BD qui vont l'entourer, et de telle sorte que moi quand je réfléchis à une couverture, j'ai quand même plusieurs idées, plusieurs propositions que je vais soumettre à Rutsev et puis même à Run et aux gars de manière générale. Donc là la version classique, c'était pas ma première idée et en gros moi mes 3 idées fortes c'était la version classique, la version Fnac et la version Canal BD. Donc la version Fnac où on voit Jenny seule en train de plonger dans l'inframonde, la version Canal BD où on voit seulement la monade de loin dans un paysage, et donc la version classique où on voit Jenny et la monade. Donc ces 3 visuels là ils étaient travaillés, tu vois, en amont ils étaient travaillés, ils étaient réfléchis. On est parti sur la version classique parce que on voyait à la fois Jenny et à la fois la monade, c'était important, et puis parce que on voulait une couve un peu étrange. Enfin, tu vois, on est dans un monde un peu étrange dans Silent Jenny où il y a plein de trucs qui sortent un peu de l'ordinaire, donc on voulait une couve qui soit pas complètement facile à lire, c'est-à-dire qu'il faille vraiment comprendre que c'est une monade qui se détache du côté très minéral du décor, que Jenny est en toute petite dessous, donc ça demande un petit peu d'attention, ce qui était pas grave dans l'absolu. Et donc ce faisant, j'avais 2 autres idées que je pouvais décliner, et ça tombait bien parce qu'à la base on m'avait demandé que 2 autres couvertures collector. Nickel. Donc je fais la couverture Fnac. On a quand même beaucoup hésité avec la couverture Fnac qui est très efficace pour le coup, la mettre en principal parce qu'elle est efficace, une couverture efficace. Mais bon, comme maintenant je veux dire, j'ai un nom dans le monde de la bande dessinée, on s'est dit que je pouvais me permettre aussi d'avoir une couverture un peu plus pointue, entre guillemets, plutôt qu'une couverture qui aille droit au but. Et donc la deuxième, le paysage où il n'y avait pas de personnage principal, ça dérangeait un petit peu que justement qu'on puisse pas se projeter sur quelqu'un. Sur quelqu'un. Donc voilà, ça a été très facile. Et puis après sont arrivées les 2 autres couvertures collector. Un peu au dernier moment, et là ça a été et ça juste tu sais quoi, c'est une demande de l'éditeur, c'est les réseaux de libraires qui ont demandé aussi, qui se réveillent un peu au dernier moment en se disant il y a un Mathieu Bablé qui sort et puis alors disons qu'on veut pas et puis qui disent on a envie de pousser un peu plus que ce qu'on aurait fait, donc tu dis oui, ok, bien sûr, je vais faire 2 couvertures supplémentaires sur le peu de temps de sommeil qui me reste à ce moment-là. Mais après tout, j'ai plein de jours où j'ai rien à faire. Exactement. Exactement. Donc elles ont été un peu dures à faire. Et donc là, c'était disons que on est plus dans un travail illustratif. Tu vois, autant la couverture principale, de toute façon, il y a donc cette démarche un peu de capter l'œil. Là, sur les versions collector, tu peux te dire, je peux faire une belle image. Point. Enfin, tu vois, parce que les gens vont l'acheter parce que c'est une version collector, pas tant. Oui, c'est des gens qui sont acquis, en fait. Exactement. Donc, il y a moins cette pression-là. Donc, tu vois, tu cherches des belles compositions. Tu vas là, en l'occurrence, j'ai essayé de, trouver des cadrages que j'avais pas encore fait sur les 3 précédentes. Mais il y avait moins cette pression-là, quoi. Je me suis dit, je vais faire 2 belles images et ça fera les 2 couvertures supplémentaires. Donc, il n'y a pas eu non plus d'étape de recherche trop poussée pour cela, parce que tu savais directement en fait vers quoi tu voulais aller, t'as pas dû parce que faut faire gaffe aussi à pas se répéter quelque part. Oui, complètement, mais là en l'occurrence c'était de toute façon il fallait que j'aille vite, donc c'était les premières idées qui étaient des compositions différentes de celles qu'on voyait sur les 3 autres couves. C'était parti. Et alors une fois que les couvertures sont faites, là c'est vraiment le moment où par contre t'es en vacances. Tu te dis maintenant tout est entre les mains donc des gens dont c'est le métier de faire vivre, enfin de faire exister l'objet physiquement. Mais toi après là tu peux t'autoriser un peu de repos alors.
Oui. Alors, comme dit, il y a vraiment toute cette histoire de tous les à côté qu'on essaye les illustrations. de faire. Donc, tu fais des ex-libris. Oui. Tu dessines ou tu croppes des trucs pour faire de la PLV. Donc, la publicité sur lieu de vente. Donc, ça peut être un bac pour habiller ça, un poster. Alors c'est Yoc qui s'en occupe beaucoup, mais de toute façon, je suis dans la boucle pour décider. Il y avait le codex, il y a le trailer donc, le aussi. codex, oui, le codex, c'est un livret de 24 pages. 32, en plus. 32 du coup. Enfin, 32, mais 24. Alors. Ça dépend les versions. Ouais, mais c'est ça. Enfin, en tout cas, un livret qui rentre un petit peu dans la mythologie créée pour Silent Jenny, où on fait un petit peu une encyclopédie des personnages et des véhicules qu'on rencontre. Il y a le trailer sur lequel on a commencé à travailler un peu tôt parce qu'il y avait du boulot, mais disons que ça c'est le taf d'éditeur du label 619 en quelque sorte, tu vois, de penser à la com aussi. Moi, mon taf d'auteur, effectivement, à ce moment-là, c'est un peu les vacances. De toute façon, quand tu lâches tellement du lest, quoi, que oui, c'est tout ce qui se, toi, après, tu vois, il y a aussi les dédicaces, que tu commences déjà à prévoir, machin, à comment tu vas organiser ton planning, les prochains mois. Mais c'est vrai que c'est rien par rapport à tout ce qui, tout le boulot qu'il a fallu enquiller juste avant. Le sentiment, c'est plus une forme de soulagement intense, de plénitude, ou c'est une sorte même de vide en fait, parce que t'as tellement tout donné que il te reste plus rien. Oui, de vide, mais c'est terrible, mais ça, moi, ça me le fait à chaque fin de BD. C'est le vide où t'as plus d'énergie, t'as plus d'envie et t'as plus rien, t'es à sec. Tu vois, c'est souvent pour ça que moi, en tout cas, il me faut plusieurs mois avant de repartir sur un autre projet parce que t'es tellement vide qu'il faut réemmagasiner, tu vois, des livres, des films, des jeux vidéo, etc. Te renourrir d'art, de contenu culturel, puis de moments à l'extérieur et peu importe parce que t'as tellement mis en suspens tout ça pendant plusieurs mois qu'effectivement il y a plus rien qui sort de toi, quoi. C'est exactement ça. Et c'est compliqué de passer alors de la fin de l'étape auteur et à prendre le pas justement sur ton activité d'éditeur alors. Là c'est compliqué, c'est que c'est pas quelque chose que tu as envie de faire après un bouclage. Donc c'est vraiment le truc de putain, mais je pensais que c'était fini et en fait non, c'est pas, il y a encore mais de toute façon il y a toujours des trucs à faire. Mais en même temps, il y a un truc intéressant, enfin moi c'est ce que j'apprécie depuis que Ron nous a permis de gérer le label avec lui et puis depuis qu'on travaille avec Rusev, c'est finalement la vie d'un bouquin, il s'arrête effectivement pas au moment où il est dessiné par l'auteur, quoi. Il y a plein de trucs qui sont intéressants et pas que de l'ordre commercial, quoi, mais vraiment tout ce qui va se passer autour de la promo, comment tu le fais vivre, comment tu peux le mettre en avant, etc. C'est chouette aussi, quoi. Enfin, ça montre que le bouquin, en plus, moi, c'est vrai que moi, au début de ma carrière, t'envoies ton PDF, t'as fini, puis tu sais pas ce que font les autres, quoi. Puis là, c'est vrai que de voir tout ce que fait l'équipe éditoriale derrière, c'est un boulot de taré. Tu t'impliques dans les discussions qu'il y a alors. Je vais prendre un exemple très concret, c'est par exemple dans ta tournée médiatique. Forcément, tu fais un podcast ici, tu feras d'autres interviews, t'en as déjà fait aussi avec d'autres confrères et tout ça. Est-ce que c'est toi qui décides? Est-ce qu'on te propose et tu valides? Est-ce que t'as des envies particulières où tu dis je veux aller chez Astrapi pour dire aux jeunes de se réveiller après? Je sais pas. Je suis même pas Astrapi existe encore en plus. Mais... non, un peu des deux. Là, en l'occurrence, sur Silent Jenny, comme il y a eu beaucoup de demandes, il a fallu faire du tri avant toute chose, quoi. Et donc, effectivement, entre les demandes, ce qui était important d'accepter parce qu'il y a des grandes librairies qui poussent tellement le bouquin que ça se fait d'aller dédicacer chez eux, et puis des choses d'autres librairies qui sont un peu où il y a des personnes avec qui je communique et chez qui je suis allé pendant plusieurs années, ça se fait aussi de passer chez eux. Donc voilà, il y a toujours un peu ça, mais encore une fois, ça va être terrible, le difficile tri où tout le monde te demande et toi même toi d'un point de vue physique et humain et temporel, tu pourras pas aller partout. Donc oui, c'est clair. Des trucs très très arbitraires. Est-ce que tu arrives un peu à faire un bilan de ces 5 ans en gros? Qu'est-ce qui était le plus dur? Qu'est-ce qui a été le plus gratifiant peut-être? Comment t'en ressors un peu? Alors, c'est peut-être un peu triste. Ça dépend comment on le voit. Moi, j'en sors apaisé, mais parce que c'est bon, la Silent Jenny, ça
ça a complètement c'est un mot un peu fort, ça a tué la passion dans mon métier. Damn. Et en plus il l'a pas dit très proche du micro, donc c'est vrai, ça s'entend pas. si, on l'a entendu quand même. mais de manière positive, c'est-à-dire que vraiment Carbone et Silicium, ça a vraiment été un aboutissement pour moi, mais un aboutissement personnel, c'est-à-dire que vraiment au bout de 4 albums solo, je me disais ouais, celui-ci je l'ai réussi, j'en suis content quoi. Les précédents c'est pas le cas, de telle sorte que tout ce qui allait se passer après c'était du bonus, une forme de pression d'essayer de faire au moins aussi bien quoi. Mais bon, il y avait eu Carbone et Silicium quoi, donc tu vois c'était un peu enfin voilà, moi dans ma carrière je pouvais me contenter de ça, tu vois. Donc le reste après c'est du bonus. Et pour Silent Genie, enfin tu vois, beaucoup moins de pression pour la sortie, enfin je veux dire sur les critiques, mais qui marche, enfin t'es un peu tendu quand même là. Non mais un peu quand même, mais je veux dire, enfin tu m'aurais vu pour Carbone et Silicium quoi, c'était ouais, c'était pas ça. Non c'était pas ça. Et puis il y a ce côté de en fait bah enfin voilà, c'est mon métier, je fais des plans, enfin tu vois, jusqu'à Carbone et Silicium, je dessinais par besoin viscéral, quoi, tu vois, une espèce d'envie d'extraire d'extraire ce que j'avais en moi et de le coucher sur papier, quoi, un truc comme ça. Et bon, voilà, bah maintenant à partir de Silent Genie, enfin et pendant Silent Genie, non, c'est mon métier. Mon métier, c'est de manière le plus efficace possible, raconter bien des histoires, quoi. Ce qui est d'autant plus marrant que tu dis ça, alors que j'ai quand même l'impression que c'est un album où t'as mis énormément de toi. Bah beaucoup au début et puis j'ai essayé de moins à la fin en fait. Il y a vraiment ce truc, oui, c'était très personnel au début et puis j'ai essayé d'en faire quelque chose de transformer ça en thématiques les plus universelles possibles par la suite. Mais encore une fois, il y a même si les thématiques sont très personnelles, il y a quand même ce truc de dire mon métier c'est pas de faire l'artiste maudit qui couche sur papier ses convictions, ses pulsions, etc. C'est d'être un bon conteur d'histoire, quoi. Et il y a un shift qui s'est passé quand même entre Carbone et Silicium et Silent Genie là-dessus. Bah voilà, à partir de maintenant, je peux continuer à raconter des choses très très personnelles, mais il y a un détachement qui fait du bien, tu vois. Enfin, tu vois, c'est comme si les précédents albums, je dessinais avec mon sang, quoi, et ma sueur. Il y avait vraiment un truc et que là, non, c'est que de la BD. Donc c'est peut-être le fait d'avoir des enfants aussi, ou tu sais, qui te détache un peu des trucs dans lesquels t'étais un peu trop à fond avant, quoi, parce que c'est pas si important que ça. Donc voilà, c'est que de la BD. Je le ferai toujours aussi bien et j'y mettrai tout le temps autant d'énergie et d'effort. Mais voilà, Silent Genie, c'est un projet supplémentaire dans ma bibliographie. Et tu penses que ça t'a permis aussi d'avoir peut-être un rapport plus sain à ton travail alors? Oui, bah ça il fallait. Ouais. Mais ça c'est l'enjeu. Enfin, de toute façon là, je pense que c'est un truc qui transparaîtra des 3 longues discussions qu'on a eues là-dessus, qu'il y avait par rapport à ça. Ouais, il fallait vraiment quoi. Ouais, non mais c'était et puis enfin c'est n'importe quoi. Là, enfin. Il y a ce constat de dire, par contre, ouais, ça fait 15 ans que je fais de la BD et que je me ruine la santé à certains moments sous prétexte que j'ai cette envie de créer des choses qui sont tellement importantes que je peux arrêter de dormir que je peux arrêter de dormir, que je peux y mettre toute mon énergie, que je peux rater des bons moments à cause de ça. Et effectivement, il y avait un côté workaholic qui enfin, j'espère être un peu passé enfin que ce soit un peu de l'histoire ancienne, pardon, parce que oui, c'était pas sain et c'était pas sain et en plus, enfin tu vois, avec le recul. Enfin, tu vois, ça apporte rien. Il y a aussi ce truc, mais je pense que c'est normal quand t'es un jeune auteur. Déjà, t'as envie de prouver. Bon, ça, c'est une chose. Et puis, t'as envie que ce que tu racontes ait une forme d'importance et une forme de sens. Et puis, voilà, avec les années, tu t'aperçois que, bah oui, une forme de sens et d'importance, ça en a pour toi à titre personnel. Ça peut en avoir pour les personnes qui te lisent et qui ont beaucoup aimé ce que tu as lu. Et puis, il y a des personnes qui vont pas aimer. Il y a des personnes qui vont aimer modérément. Il y a des personnes qui, enfin, tu vois, pour qui ça sera pas l'alpha et l'oméga de leur lecture, quoi, du moment. Et
et c'est ok en fait. Voilà, voilà, c'est une BD parmi tant d'autres. Tu y as mis beaucoup d'énergie, mais ça valait le coup de pas se ruiner la santé dedans, quoi. Et donc, en amont de la sortie, t'es aussi à l'aise avec les retours. Donc, t'es forcément curieux, mais c'est pas un enjeu vital comme ça aurait pu l'être. Alors, tu disais, comme pour Carbon et Silicium ou avant. Carbon et Silicium, j'avais besoin de prouver que Shangri-La était pas un accident, parce que Shangri-La sortait de nulle part. Je veux dire, enfin, moi, j'avais rien fait de différent dans mon processus créatif pour Shangri-La que ce que j'avais fait pour Adrasté, par exemple, et pour autant, tu vois, il y avait eu un truc qui s'était passé. Donc là, Carbon et Silicium, c'était important. Silent Jenny, c'est pas la même démarche. C'est que maintenant qu'on me connaît, j'ai plus peur qu'on me dise que c'est bien, tu vois, par habitude ou parce que, enfin, tu vois, parce que de toute façon, c'est dans la continuité de ce que j'ai fait. Mais autrement, des retours. Enfin, il y a toujours une forme de stress, mais je veux dire, en tout cas, ça me bloquera pas dans la suite de mon écriture. Enfin, ça va pas être quelque chose qui va me dire merde. Du coup, il faut que je fasse encore mieux. Et puis, je pense que ça vient aussi un peu avec l'expérience aussi. C'est vraiment, même si ça a été très galère d'écrire Silent Jenny, il y a quand même eu un déclic. Je trouve qu'il se ressent aussi vachement sur Shin Zero, qui est à date la dernière chose que j'ai écrit, et où vraiment, là, je me dis ah putain, là, ça fait après avoir écrit pendant une quinzaine d'années, je commence à être à l'aise, et donc je suis pas le meilleur juge pour savoir si mon travail est de qualitatif ou pas, mais en tout cas, il y a moins de hasard. C'est-à-dire, je suis plus en maîtrise de ce que je fais. Donc, si les gens aiment pas Silent Jenny, et il y en aura, et pour des raisons tout à fait justes, pour autant, ça m'empêchera pas sur mon prochain projet de pouvoir proposer quelque chose à mon sens de qualitatif aussi. Et alors, en ouverture de cet épisode, est-ce que tu envisages déjà la suite à l'heure où on se parle? Oui. C'est alors le truc chiant avec des BD qui prennent 4 ans, c'est qu'on est coincé sur le même projet pendant 4 ou 5 ans. Et donc là, en l'occurrence, j'ai largement eu le temps de penser à la suite. Et il y avait quand même cette envie d'en terminer avec la SF, au moins pour un temps. Enfin, vraiment. Là, techniquement, t'as fait ce que les gens appellent un peu ta trilogie de SF. Ouais. Et disons que c'était vraiment comme ça moi que je l'envisageais, avec la SF spatiale, le cyberpunk robotique, et puis la SF écologiste, et puis un petit peu presque un peu médiéval, quoi, sur certains aspects. Donc moi, c'est les 3 univers qui m'importait de traiter. Donc déjà, graphiquement, voilà, ça me va. Thématiquement, tu vois, pour l'instant, ça me va aussi, et puis je pense que là, il faut que le monde y ralentisse un peu, tu vois, pour envisager d'autres thématiques de SF mais qui soient pas dépassés. Qui soient pas dépassés. Enfin, ouais, voilà. Donc là, en tout cas, pour le prochain projet, ça sera de la dark fantasy, parce que c'est quelque chose que je veux faire depuis des années. J'avais jamais trouvé le temps ni le bon projet, et puis c'est pareil. Donc du coup, graphiquement, je vais pouvoir changer un peu. Narrativement, je voudrais aussi explorer quelque chose de nouveau, essayer de pas être dans la répétition. Maintenant, c'est un peu l'enjeu. Je te dis, je suis plus à l'aise sur l'écriture. Maintenant, le truc, c'est se dire, quand le prochain bouquin sortira, on dira pas c'est le nouveau Bablé, comme si c'était, tu vois, un truc. On sait un peu à quoi ça ressemble. C'est un peu toujours les mêmes trucs. Donc ça, par contre, j'ai conscience de me dire c'est très bien aussi de faire un pas de côté avec la SF, parce que même si les thématiques changent un peu d'un album sur l'autre, on tourne quand même sur des idées un petit peu communes. Donc voilà, faire de la dark fantasy, partir sur un univers complètement différent, complètement fictif, et qui n'empêchera pas de parler quand même du présent et des thématiques actuelles, hein, bien sûr. Mais ça va me faire du bien. Et puis il y a un projet moins long aussi, du coup, parce que là, par contre, ça, j'ai vu que plus de 300 pages, c'était pas, enfin, je pourrais pas le refaire parce que trop dur. Mais on s'en reparlera, et puis j'aime bien le fait que cet échange-là soit enregistré, parce que j'ai très hâte du moment où je te dirai alors du coup pourquoi il fait 700 pages maintenant ton prochain album. Très bien. Écoute, en tout cas, c'était quand même super plaisant de pouvoir t'accompagner avec mon micro pendant ces 4 dernières années. On s'est pas vu si souvent que ça non plus, parce que il fallait te laisser le temps de travailler.
Mais je pense que c'est quand même super intéressant de voir ta pensée mûrir, et même je pense que les gens découvrent aussi comment ça se fait une BD, alors pas au jour le jour, mais parce que c'était sur 4 ans, ça aurait été un peu long de faire ça au jour le jour, et puis elle serait toujours en train d'être faite si je t'avais dérangé tous les jours. Mais ouais, d'avoir vraiment de voir comment t'as réfléchi à tout ça, comment t'as travaillé là-dessus, et puis on se reverra dans un 4e épisode où là on va vraiment pouvoir parler des personnages, des thématiques, vraiment dans le fond, dans le détail, un truc beaucoup plus classique au final, mais parce que il faut aussi le faire quand même. On va pas quand même s'être pris 5 heures à parler sans jamais aborder au final pourquoi Silent Jenny s'appelle Silent Jenny, par exemple. Mais merci beaucoup de m'avoir accordé de ton temps, Mathieu. Merci à toi, j'espère que ça plaira aux auditrices et aux auditeurs. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir, parlez-en d'ailleurs même à votre libraire qui a certainement vendu le Silent Jenny que vous êtes procuré, donc n'hésitez pas à lui dire, regardez, il y a un podcast qui existe et il est super cool parce qu'il est pas comme tous les autres. Pour le coup, celui-là a vraiment une valeur, une plus-value, j'espère qu'on peut lui apporter. Puis voilà, pour faire découvrir First Print tout simplement au plus grand nombre, parce que moi aussi j'aimerais bien avoir une piscine en marbre comme celle de Mathieu Pablet, donc pensez-y, et merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Salut. Merci Arnaud.